Vos clones sont très impressionnants, vous en êtes fier, j'imagine. Je ne suis qu'un modeste humain qui essaie de faire son chemin dans l'univers. Vous êtes content de votre armée? J'ai hâte de voir ces clones passer à l'action. Ils feront bien leur travail. Je peux vous le garantir. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette période entièrement dédiée à The Mandalorian, si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, je me suis dit qu'il pourrait être sympa de vous présenter pour quelles raisons Jango Fett a été choisi pour devenir le modèle de l'armée de clones de la future grande armée de la République. Cette vidéo sera donc divisée en deux parties. Nous verrons dans un premier temps comment et pourquoi Jango a été choisi, puis ensuite nous verrons quelles étaient les raisons qui ont poussé Jango à accepter l'offre du comte Dooku. Mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter les trois sources principales sur lesquelles je vais m'appuyer pour vous présenter cette vidéo. Nous avons dans un premier temps le comics La Balade de Jango Fett, nous avons également le jeu Bounty Hunter qui est plutôt complémentaire, et enfin les romans République Commando qui apportent quelques petites précisions. Mais sur ce, nous allons pouvoir commencer. Bon, déjà dans un premier temps, il serait bon de savoir comment les sélections ont été organisées par Dooku pour déterminer qui servirait de modèle à la future armée de clones de la République. Tyrannus, sous les ordres de son maître Dark Sidious, a donc fait en sorte de monter les mercenaires les plus renommés de la galaxie les uns contre les autres. Pour cela, il reçoit dans un premier temps un appel de Sidious qui lui demande d'éliminer le Bando Gora, une organisation criminelle dirigée par une ancienne apprentie de Dooku, Komari Vossa, qui est devenue bien trop dérangeante pour leur plan. Tyrannus voit donc ici l'opportunité de faire d'une pierre deux coups en éliminant ce collectif, mais en engageant par la même occasion un chasseur de primes qui, s'il réussit cette mission, pourrait bien servir de modèle dans leur projet de clonage. C'est ainsi que Jango finit par recevoir un appel lui expliquant qu'une prime de 5 millions de crédits est placée sur la leader du Bando Gora. Il est néanmoins averti que jusqu'ici, tous les chasseurs qui ont tenté leur chance n'ont jamais été retrouvés. Mais il en faut plus pour effrayer Jango, alors celui-ci accepte. Il apprend par la même occasion que son plus grand rival, un dénommé Montrose, s'est également engagé dans cette traque. Au terme de multiples péripéties, Jango finit par retrouver la trace de son rival, mais également de sa cible sur la planète Kolma. Les deux chasseurs de primes commenceront par s'affronter et évidemment Jango vaincra son adversaire, le laissant ensuite mourir sans lui offrir un trépas honorable. Après cela, Jango tentera de s'infiltrer dans la forteresse, mais sera submergé par ses adversaires. Il sera ensuite torturé pendant de longues heures avant d'être secouru par Zam Wesell, ce qui lui permettra d'arrêter son adversaire, et alors que celle-ci était au sol, Jango eut la surprise de voir celle-ci en train de suffoquer brutalement, comme si une main invisible l'étranglait. Mais une fois celle-ci tuée, le Mandalorien voit apparaître depuis les ombres la silhouette du comte Dooku. Jango lui demandera alors pourquoi il a été engagé, si en réalité l'ancien Jedi pouvait se débrouiller tout seul. Celui-ci expliquera alors que ce n'était pas une vraie mission, mais qu'il cherchait plutôt à savoir de quoi le chasseur de primes était capable. Il ajouta rapidement qu'il avait également une autre proposition à lui faire, une proposition qui lui rapporterait bien plus que 5 millions de crédits. Mais avant de revenir sur les négociations, je pense qu'il pourrait être utile de revenir quelque temps en arrière pour en apprendre un peu plus sur les exceptionnelles capacités de combat de Jango Fett. 12 ans avant la bataille de Geonosis, Jango était alors à la tête d'une petite troupe de mercenaires mandaloriens et menait une mission sur la planète Galidran. Malheureusement, il s'avéra que cette mission était un piège tendu par leurs rivaux, les Death Watch. Ceux-ci avaient également prévu l'arrivée de chevaliers Jedi envoyés par la République qui viendraient prendre à revers le reste du groupe de Jango. La dizaine de Jedi menée par Dooku lui-même poussa les Mandaloriens à engager les hostilités. Ceux-ci commencèrent par ouvrir le feu, mais leurs ennemis renvoyaient chacun de leurs tirs, causant de fait plus de dommages dans leur rang. Jango adapta alors une nouvelle stratégie en leur ordonnant de n'utiliser que leurs projectiles, ce qui permit de rééquilibrer l'affrontement. Mais une fois les Jedi arrivés au corps à corps, tous les mercenaires finissent par tomber les uns après les autres. Mais Jango de son côté n'en démord pas et élimine plusieurs chevaliers Jedi à main nue uniquement. Le massacre fut tel que Dooku lui-même est choqué par ce qu'il s'est passé sous ses yeux, et c'est d'ailleurs en partie cette mission, qui est donc sa dernière, qui le pousse définitivement à quitter l'ordre Jedi. 2 années plus tard, une rencontre est ainsi organisée entre les deux hommes. Ceux-ci s'attablent et laissent leurs armes à disposition de leur interlocuteur. Dooku en profite pour apprendre à Jango qu'il était bien présent lors du massacre de Galidran, ce que le Mandalorien ignorait. Celui-ci utilise alors l'un de ses atouts pour surprendre l'ancien Jedi et attirer ses armes vers lui. Dooku est dans un premier temps troublé car il ne ressent pas la force chez le chasseur. Celui-ci explique donc qu'il était simplement équipé de gants électromagnétiques, ce qui était plutôt malin de l'aveu même de Dooku.
Mais la prévoyance de Django ne s'arrêtait pas là, car celui-ci en profita alors pour annoncer que dès son arrivée, son armure avait commencé à émettre des spores de la peste de Karatos, un virus mortel qui finirait par tuer Dooku au bout de quelques heures s'il n'ingérait pas l'antidote rapidement. Antidote que Django conservait précieusement dans son vaisseau dans un lieu qu'il pourrait détruire à distance. Dooku est donc forcé d'admettre l'excellente stratégie de son adversaire. Plus tard, et au terme de leur discussion, l'ancien Jedi apprend au chasseur de primes qu'il est parvenu à se soigner grâce à la force et qu'il n'avait plus besoin de l'antidote. Mais la méthode employée par le Mandalorien avait fini de le convaincre que Jango Fett était bien la bonne personne pour devenir le modèle de l'armée de clones de la République. Jango Fett était donc bel et bien le meilleur chasseur de primes de son temps, mais pour autant, au cours de la guerre des clones, nous verrons intervenir à de nombreuses reprises un autre chasseur de primes particulièrement compétent, le dénommé Durge. Celui-ci fit d'ailleurs la remarque à un soldat Arc entraîné par Django lui-même que le Mandalorien avait eu bien de la chance qu'il n'ait pas été disponible lors des séances de sélection. Et effectivement, on peut imaginer que vu le talent de ce nouveau chasseur, Django aurait pu avoir du souci à se faire. Mais pour autant, certains arguments peuvent nous laisser penser que le choix de Django était finalement le plus opportun. Car de par sa physionomie et sa biologie, on peut imaginer que Durge aurait été beaucoup plus compliqué à cloner que Jango Fett, qui était un humain, autrement dit l'espèce qui est probablement la plus représentée au sein de la galaxie. On peut dès lors penser que toutes les opérations de clonage, qui sont des manipulations complexes à réaliser, sont quand même plus simples à mettre en place avec un humain qu'avec un être qui peut changer de forme. De plus, la presque invulnérabilité de Durge aurait pu poser un autre souci, car il fallait probablement dans l'esprit de Palpatine que les clones puissent être éliminables. Si jamais il se retrouvait avec une armée de soldats invincibles, cela aurait pu possiblement se retourner contre lui-même. Mais bon, ça c'était pour la petite aparté concernant cet autre chasseur de primes. On peut aussi se demander pourquoi il fallait un modèle à Sidious et à Tyrannus pour lancer leur armée de clones, alors que les Kaminoans pouvaient probablement créer un être unique. Mais nous pouvons imaginer que cela aurait pris encore plus de temps, et puis malgré les capacités et les compétences certaines des Kaminoans, il était plus pratique de partir d'un modèle adapté pour la mission de ces soldats clones, à savoir le combat, plutôt que d'essayer de créer à partir de rien un parfait petit soldat. Mais on peut également parler du fait que de produire une armée de clones était plus avantageuse au niveau économique concernant l'équipement, car si chaque soldat fait la même taille et utilise un équipement similaire, cela signifie que tout leur attirail est standardisé, et donc facilement reproductible à grande échelle, et que l'on peut alors produire de grandes quantités pour un prix plus faible. En termes de gestion, on parle alors d'économie d'échelle. Mais sur ce, nous allons dès à présent pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, qui sera normalement un peu plus courte. Nous allons donc maintenant voir pourquoi Django a accepté, et alors certes on peut inévitablement estimer que la prime devait être colossale, et donc bien supérieure aux 5 millions de crédits proposés pour l'assassinat de Komari Vossa, mais au-delà de l'aspect financier, la principale demande de Django dans le cadre de sa négociation avec Dooku, c'était d'obtenir une copie non modifiée de lui-même. Dooku, surpris par cette requête, demanda s'il voulait un fils, ce à quoi Django lui répliqua qu'il ne souhaitait pas un fils, mais un héritier à qui il pourrait transmettre le savoir et l'héritage mandalorien que lui avait appris son propre mentor, Jaster Merrill, des années auparavant. Boba serait donc cette copie conforme de Django que le chasseur de primes éduquera dans la pure tradition mandalorienne, en lui apprenant au passage toutes les ficelles et les astuces du bon chasseur de primes. Mais malgré tout cela, il faudra attendre plusieurs dizaines d'années avant que Boba n'accepte son héritage de Mandalorien et ne commence à prendre à cœur son rôle et son titre de Mandalore qui le désignait comme le leader de son peuple. Mais ce n'est pas tout, car dans les livres de Karen Travis, via le personnage de Walon Vo, l'auteur relève un autre point qui a pesé dans la balance dans le choix de Django. Et oui, après le massacre des siens, de sa dernière famille sur Galidran par les Jedi, Django voue une haine infinie envers ces derniers, et serait prêt à tout pour les éliminer pour de bon. Ainsi, lorsque Dooku lui présente cette opportunité de devenir le modèle d'une armée qui serait amenée quand le temps serait venu à éliminer les chevaliers Jedi, cela finit de convaincre le chasseur de primes. Celui-ci prend même les choses tellement à cœur qu'il se charge d'entraîner les unités les plus compétentes de cette armée, donc les soldats Arc, en dehors des invalides qui eux seront entraînés par Kal Skirata, et fait également engager une centaine de mercenaires, en grande partie des Mandaloriens, pour entraîner les unités de clones commando. Plus tard, lorsque Tyrannus fera son rapport à Sidious, celui-ci sera convaincu du choix de son apprenti, déjà de par le fait que Django soit un orphelin, ce qui au-delà de faire un petit écho avec Anakin Skywalker est selon le Seigneur Sith un bon signe car les orphelins deviennent toujours les personnes les plus dangereuses, mais le récit du massacre de Galidran au cours duquel Django est parvenu à éliminer plusieurs Jedi et ce seulement à main nue, suffit à intéresser Sidious qui ne peut que donner son aval. Et oui, après tout, quoi de mieux qu'un mec qui tue des Jedi à main nue pour devenir le modèle d'une armée qui serait destinée à éliminer les chevaliers Jedi.
Bref, j'espère qu'après toutes ces explications, vous aurez appris comment et pourquoi Jango Fett a été choisi pour devenir le modèle de la grande armée de clones de la République. Sur ce, j'espère que cette nouvelle analyse vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des futures vidéos. Vous pouvez aussi me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre en dessous de la vidéo. J'ai d'ailleurs apporté quelques petites modifications, notamment au niveau des logos que vous aurez. Bref, vous pourrez regarder ça tranquillement de votre côté, mais vous pouvez aussi vous rendre sur mes pages Tipeee ou Utip et je me permets justement au passage de remercier toutes les nombreuses personnes qui me soutiennent déjà. Je vous invite également à me rejoindre sur mes divers réseaux sociaux, tous les liens sont là encore dans la description. Et enfin, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao.